Prendre le temps. C'est un titre qui est à double sens, c'est un titre qui signifie ce que ça veut dire, il faut prendre le temps. Mais quand on dit prendre le temps, ça veut dire aussi qu'on a une utilisation du temps, une approche du temps qui est pas forcément la plus contemplative. Et je pense que c'est un peu le sujet de l'exposition. Une rapide introduction juste pour expliquer en quoi consistent les œuvres. Donc il y a des œuvres de Raphaël Dalla Porta, ce sont des œuvres qui sont nouvelles. Un projet qui s'appelle Sculpture de courant d'air. C'est un projet sur lequel tu as commencé à travailler en fait il y a des années. Il a fallu des années de réflexion pour que ça prenne cette forme-là. Et ça consiste en des sculptures qui sont des petites hélices que Raphaël a fait tourner dans des espaces, dans une série d'espaces, des lieux. Et une fois qu'elles ont tourné, tu les as désactivées et mises comme dans des boîtes qui sont des boîtes d'entomologie, donc comme des insectes, elles sont montées avec des épingles dans les boîtes comme des insectes. Donc c'est une série de lieux, par exemple ici, là il y a jardin, café, méridien, cimetière ou encore pont. Hanako, les œuvres qu'on présente, ce sont 4 œuvres qui datent de 2019, que tu avais montrées aux rencontres d'Arles la première fois, dans le cadre d'une exposition dont le commissariat est assuré par Pascal Boss. Et c'est une série qui s'appelle l'Immaculée, The Immaculate. 4 photographies, grand format, qui sont des agrandissements de plaques de daguerréotypes qui datent du milieu du XIXe siècle et qui sont des plaques qui sont donc en métal, en étain et ensuite avec une émulsion d'argent. Ce sont quasiment comme des miroirs à l'origine, mais ce sont des plaques qui n'ont pas été utilisées, elles sont inutilisées. Et donc ce sont des œuvres où il n'y a pas une image photographique et pourtant on aperçoit grâce à l'agrandissement toutes les traces de ces peut-être 160, 170 années que ces objets ont passé dans leur boîte de conservation. Il y a beaucoup de choses à dire sur les liens entre vos 2 séries de travaux. Il y en a un qui est très beau, je trouve, et que j'aime beaucoup. Raphaël, tu dis que pour faire ces sculptures, tu as fait tourner des hélices comme si c'était des anémomètres mais qui n'enregistraient rien. Et toi, Hanako, tu dis que ce sont des agrandissements de plaques qui n'ont rien photographié, qui n'ont rien enregistré. Et dans les 2 cas, cette idée que l'objet final présente beaucoup de choses et pourtant n'a rien enregistré, je trouve que c'est très beau et c'est un des points de départ de l'exposition. Quand tu avais eu cette idée-là pour Hanako, pour Arles, quel était le point de départ pour toi? Qu'est-ce qui t'a fait découvrir ça? Oui, c'est parce que j'avais eu l'idée de faire j'avais eu cette idée d'exposition et j'ai commencé par le titre. Et le titre de l'exposition s'appelle Conception. Et pourquoi conception? Parce que je voulais travailler sur la conception de l'idée de la photographie. Et donc, du coup, j'ai commencé par faire des recherches sur la naissance de l'idée de la photographie. Donc, dans cette exposition, d'abord, il y avait ces 4 plaques intitulées The Immaculate, parce que ce sont des plaques immaculées, mais en même temps chargées de soda. Voilà, c'est très maculé, oui, comme tu peux le dire. Et aussi, j'ai fait une série on peut appeler une sculpture en plomb, qui grave des mots, voilà, nomenclature, qui sont 27 mots qui signifiaient la photographie avant que le mot photographie soit trouvé, puisque c'est issu de cet échange entre Daguerre et Niepce, c'est ça? Oui, oui, voilà. Quand ils cherchent un nom pour la photographie. Oui, oui. Et qui vont notamment retenir physiototypie, je crois, dans leur échange. Oui, ils jouent avec plusieurs étymologies grecques. Oui, puisque au début, il y avait Niepce qui voulait prendre
des notions qui existaient déjà dans la gravure ou dans le dessin, ou sinon appelées rétine par exemple, fait référence à une partie du corps. Donc, du coup, dans tous les cas, fait référence à des mots qui existent déjà, mais qui après ils se rendent compte que la photographie c'est quand même quelque chose de plus nouveau que ça, et qu'il faut inventer un mot. Donc ils partent dans il se dit pas que la photographie, il se dit que la chose qu'ils sont en train de concevoir. Voilà, donc du coup ils partent dans un néologie, des combinaisons de mots grecs, enfin peut-être que toi tu en... Non, le manuscrit est intéressant parce qu'il y a deux colonnes, il y a toutes les compositions possibles et il y a celles qui retiennent à ce moment-là. Mais c'est que le manuscrit, c'est une troisième personne qui a repris des notes pendant leur échange, et c'est la seule fois que Daguerre est rendu visite à Niepce en fait. Oui, donc voilà, donc j'ai trouvé ça intéressant de faire cette liste des mots qui auraient pu, qui étaient avant la naissance de l'idée de la photographie. Parce que le mot c'est 1839. Oui, voilà. Officiellement, il a été retenu. Voilà, donc c'est 1839, c'est daguerréotype qui a été annoncé officiellement, et que il y a le mot photographie qui a été pensé vaguement, mais qui n'était pas majoritaire à ce moment-là. Mais donc je voulais donner place à ces mots un peu fantômes, si on pourrait dire, et donc je les ai fait faire fondre en plomb ces 27 mots et faire des tirages que les visiteurs de l'expo peuvent ramener à la maison. C'est une œuvre qu'on avait montrée à la galerie aussi, après en novembre. Oui. Et donc, pour l'exposition Conception, tu as créé ces œuvres que tu appelles Immaculée, donc Immaculée Conception, pour parler de la naissance de la Voilà, c'est voilà. Le mot naissance, j'ai compté, tu l'as déjà dit, non, je ne peux pas dire, je l'ai cité que 6 fois. Il y a quelque chose qui est dans ta vie en ce moment, qui est de l'ordre de la naissance, non, non, vous voyez en face de moi. Mais à cette époque-là, c'était pas encore conçu. C'était pré-conception. C'était pré-conception. En tout cas, j'en ai joué de cette naissance parce que une des hélices que j'ai activées, l'avant-dernière, la dernière qui est venue, c'est Frontières, que j'ai installée juste avant le vernissage, qui est venu d'un voyage où j'ai passé une frontière et j'ai profité de cette occasion pour le compléter. Mais juste avant, l'avant-dernière, c'est maternité. Donc je suis allé dans la maternité où Mickey a été conçu et j'ai activé... Enfin, après la conception. Après la conception. Conçu. Non, l'inverse. L'Immaculée Conception, non. Évidemment, il n'y a pas eu. C'était l'Esprit Saint qui est passé. Non, et voilà, donc dans la maternité, dans le 12e, j'avais l'adresse, je m'y suis rendu et j'ai fait tourner cette hélice, puis après la désactiver pour la garder comme un cadeau de cette naissance, et en hommage à cette expo qu'on partage. Voilà. Mais je ne sais pas, justement, c'est la première fois qu'on expose et je me rends compte que le mot maternité, finalement, il est à la fois le lieu, parce que c'est évidemment des portraits de lieux, ces hélices, mais c'est aussi un temps, celui qu'on porte, c'est un lieu, mais il y a toute la polysémie des mots, même quand on les garde de la manière le plus simple, qui peuvent jouer de toute l'amplitude de ces moments, en fait. Et quand tu faisais ces tournées, d'abord ces hélices, ce sont des hélices, je reviens un peu à cette idée de ne pas enregistrer ou de ne pas photographier, tu décrivais ça au début comme des anémomètres qui n'enregistraient rien. C'est qu'en fait, c'est quoi des anémomètres? C'est ce qui enregistre le vent, en fait, la force du vent. C'est des hélices, mais qui sont connectées à un enregistreur.
alors il en existe de toutes sortes, c'est celles qui sont sur des bateaux, mais qu'on peut avoir pour des stations météo ou autres. Et c'est ces objets-là que je pensais détourner au début. D'accord. Enfin, détourner, dont je pensais récupérer la donnée numérique. C'était ça le principe qui m'animait pendant toutes ces recherches sur depuis que j'ai eu cette intention. C'est pas une idée, c'est juste l'envie de capter ça, le mouvement de l'air, et d'en faire des sculptures, d'en faire des représentations. Mais en fait, la donnée numérique n'évoquait pas la poésie de cette contradiction qu'il y a entre sculpture et courant d'air. Parce qu'au début, tu avais une idée de faire forme avec en fait, le tout début, numérique. Je suis tombé sur une publication à la suite du projet sur la grotte Chauvet. J'ai continué j'ai un géologiste qui m'a envoyé sa revue dans laquelle il est publié, qui s'appelle Karstologie, qui est spécialisée sur le domaine karstique, c'est-à-dire les grottes, les réseaux souterrains. Et dans une de ces revues, il y en avait une sur les modélisations 3D, la représentation 3D, et il y avait un article fabuleux sur la grotte Lascaux, comment il modélise son climat, c'est-à-dire comment l'air circule dans la grotte. Lascaux, c'est cette grotte du Paléolithique supérieur, donc 15 000 ans, qui s'est très bien conservée jusqu'à ce qu'on l'ouvre au public, qu'on change son climat par une ouverture, qu'on la climatise même après, quand on s'est rendu compte qu'il y avait des champignons qui venaient avec les visiteurs et qu'on a commencé à la climatiser pour peut-être réduire champignons, qu'on a ramené une autre espèce de champignon. Et depuis, cette grotte, il n'en explique que des répliques, elle est toujours en Dordogne, mais elle est complètement fermée. Et il y a quelques études qui se font, pas des études archéologiques, que des études de conservation. Et parmi ces études de conservation, il y a eu la modélisation complète de la circulation de l'air de cette grotte pour essayer de comprendre son climat et ce qu'il a stabilisé. Et moi, cet article m'a fasciné de voir un modèle 3D d'une circulation d'air et de me dire, tiens, j'aimerais faire des sculptures de courant d'air, c'est fabuleux, quoi. Et c'est resté, ça doit être une publication qui m'intéresse en 2016, 2017, et en dialogue avec Kenta, j'avais plein de propositions, mais elles avaient cette lourdeur de toujours utiliser la donnée numérique. Et Kenta m'avait invité à dire je voudrais l'exposition sculpture de courant d'air en juin de cette année. Et c'était l'année dernière. Et j'ai dit oui, c'est une très bonne temporalité, je vais y bosser cette année. Je trouvais beau qu'on parle de sculpture de courant d'air aussi au début de l'été, quand on ouvre les fenêtres et que l'air circule. Non, mais c'est des superbes occasions de s'y mettre vraiment et de trouver des solutions. Mais c'était que ces anémomètres que je collectionne, que j'activais, dont je commençais à extraire la donnée et travailler dessus. Il y avait à la base aussi une autre proposition qui était celle de faire dialoguer deux lieux, qui aurait été de rentrer ici dans une salle particulièrement blanche, dans lequel des détecteurs visibles ou invisibles, ça pourrait être avec des réseaux laser en fait, ça c'était une piste que j'avais explorée avec des chercheurs en astrophysique qui étaient prêts à m'aider à créer un réseau de laser qui fait que toute perturbation, alors ça aurait pu être le simple visiteur ou toute perturbation aussi de mouvement d'air, puisse être détectée, enregistrée, et d'avoir dans un autre lieu qui est notre autre galerie à Odéon, dans un lieu plus obscur cette fois, plus noir, une sculpture qui s'imprime, extraite qui joue de ces données. Et peut-être une sculpture qui se détruit au cours aussi de la fin de cette exposition. Donc une sculpture éphémère de courant d'air. Voilà. Ça, c'était un des projets. Mais pareil, c'est en fait l'émotion, quand je revenais au cœur de ce qui m'émouvait de l'émotion du courant d'air, c'est celle du mouvement des branches dans un arbre en fait. Et donc, la data exit, tout ce qui nous faisait perdre. Qu'est-ce qui pourrait nous ramener? Parce que pour visualiser l'air, on a toujours besoin d'une autre chose pour d'un autre référent. Ouais. Mais
ces anémomètres là me plaisaient. J'en avais des très sensibles il suffisait de passer pour qu'ils s'activent. Et il en existe plein de sortes, mais la tradition veut que l'hélice reste un des moyens de détection les plus fiables. Pour la météo, on a d'autres types d'antennes, mais l'hélice est très fiable. Et en fait, il y a eu un matin où c'est devenu une évidence. C'était un coup de grâce, vraiment un cadeau du ciel, qu'en fait, non, ce qui allait solutionner était, comme toujours, déjà là, mais il fallait enlever la donnée numérique et ne garder que l'hélice. L'hélice, c'est une forme simple, c'est une esthétique fonctionnelle, comme j'aime la cultiver dans plein de mes travaux. Hein, ce qui fait la force de certaines photographies comme les mines antipersonnelles, c'est de l'esthétique fonctionnelle. C'est le fait que ces objets n'aient jamais été pensés pour être beaux, mais qu'ils aient une force fonctionnelle. Et on retrouve ça dans l'hélice, et c'est peut-être ce qui avait fait dire à Duchamp qu'on ne pouvait pas surpasser l'hélice, en fait, ce qu'il avait fait arrêter de peindre officiellement, selon une de ses déclarations. On dit que Duchamp avait visité le salon de la locomotion aérienne, c'est à peu près ça le C'est l'ancêtre du Bourget, en fait. C'est l'ancêtre du Bourget, du salon de l'aviation, au Grand Palais à Paris, 1912, et il aurait visité avec Brancusi et Fernand Léger, et il se serait arrêté devant une hélice, et il aurait dit, c'est fini la peinture, l'hélice est en fait l'horizon indépassable de la peinture, de l'art, parce que c'est de l'esthétique fonctionnelle et ça remplit parfaitement sa fonction. Mais à l'époque, il y avait beaucoup d'artistes qui étaient fascinés par l'aérien, non? Il y avait les futuristes qui ça voulaient commence même prendre avant. En 1912, les suprématistes vont prendre des petits déj avec le son énorme des avions, des performances comme ça. Les compositions aériennes que j'avais fait de ma restitution d'Afghanistan sont influencées par les sensations de vol de Malevich, qui sont elles-mêmes inspirées du basculement du regard que permet le début de l'aviation. Et dans ces planches pédagogiques, il va mettre ça en écho. Et l'instrument que j'utilisais en Afghanistan était un petit drone qui avait 6 hélices, déjà des petites hélices de ce format-là. Et ces hélices, en fait, c'est ce qui obsédait un groupe dans lequel faisait partie Nadar, qui était une société d'encouragement des moyens de locomotion à moyen de véhicules plus lourds que l'air, qu'il avait créé, parce qu'il était un des convaincus que ce qu'avait inventé son ami Ponton d'Armecourt, c'est-à-dire l'hélice, l'inventeur de l'hélicoptère, était le futur de l'aéronautique, à l'époque où il n'existait que le ballon. Et lui-même avait un ballon, le géant, mais le géant servait à financer toutes les recherches dans l'hélice. Mais à l'époque, il fallait convaincre que pour voler, il fallait être plus lourd que l'air, ce qui n'était pas une logique. Beaucoup pensaient que c'était qu'en étant léger, on pensait que les oiseaux prenaient une grande inspiration avant de décoller pour être plus léger que l'air. Enfin, et Nadar, dans son livre Le droit au vol, fait des démonstrations assez drôles, comme toujours, mais parce qu'il faut avoir des arguments à l'époque pour montrer qu'il faut être plus lourd que l'air. Et si vous êtes un ouvrier que vous devez envoyer en haut une éponge à quelqu'un qui est sur un échafaudage, il n'y a qu'en la mouillant que vous allez pouvoir lui envoyer efficacement, par exemple. Et pour voler, il faut être plus lourd que l'air. Mais il fallait faire épreuve de plein de démonstrations, et c'est dans le droit au vol qu'il exprime tout ça. C'est vrai que l'hélice, c'est une sorte d'avenir, peut-être indépassable selon. Mais voilà, c'est plein d'espoir, c'est très ludique. C'est assez ridicule aujourd'hui aussi d'avoir des petites hélices. Là, moi, je les trouve très mignonnes, mais elles sont. Donc, ceux-là, la forme, tu les as pris d'un hélicoptère? Non. Alors, c'est des hélices de drones. C'est des drones. Les plus petites, les plus légères, des drones qui doivent voler que dans des milieux clos. Voilà. C'est des hélices en carbone, donc les plus légères possibles. Je les recouvre manuellement d'une feuille d'aluminium pour les rendre précieuses, pour les rendre plus élégantes, mais toujours pour garder la plus grande légèreté. Donc c'est le même travail que la dorure. Donc c'est une miction que je passe, un temps de séchage, et je viens poser, on dit amoureusement, une feuille d'aluminium que je viens tamponner, lisser.
il reste plein de défauts, plein de rayures, comme sur tes images d'ailleurs. Il y a c'est un faire-valoir d'ailleurs, ces tirages à tous les défauts qu'il peut y avoir non pas de l'usure de ces hélices, parce qu'elles ont été activées qu'une fois, mais de sa fabrication maison en fait. Et c'est activé pendant combien de temps? Alors le temps n'est pas le sujet, c'est la durée, c'est pas... La durée, c'est le temps d'un courant d'air, mais là, celle qui est en action dans la galerie, ça va être le temps de l'exposition. Mais le sujet... Je précise, mais la seule hélice qui est mobile dans l'exposition, c'est celle-là qui est au milieu de l'espace, qui tourne pendant toute la durée de l'exposition sous l'effet des courants d'air que nous on peut créer ou que la configuration des lieux crée. Et à la fin de l'exposition, elle ira rejoindre sa boîte. Les épingles sont déjà préparées. Et ce sera la sculpture de courant d'air de galerie. Ça aurait pu être espace d'exposition, ça aurait pu être. Mais oui, c'est on cherche à chaque fois le dénominateur le plus. Le mot le plus simple, le plus irréductible pour parler de l'espace. Voilà. Donc c'est des galeries, c'est le plus proche de l'espace à qui nous réunit maintenant. Mais donc le temps, non, ça peut être une après-midi dans un jardin, ça peut être quelques minutes, ça peut être les 5 minutes dans un train en passant la frontière, et ça va être le terme frontière, mais je vais la réactiver au retour de ce voyage. Je l'activerai 2 fois, mais je garderai qu'une orientation, qui est celle du voyage aller par exemple. Mais je cherche des lieux qui soient à la fois importants pour moi personnellement. Le choix de la rue est une rue très importante pour moi, mais ça restera rue, pour que ce soit le plus universel aussi, à la fois personnel et universel à la fois. Donc quand tu dis que tu actives l'hélice, et si j'ai bien compris, pour toi, Kentan, tu as un peu cherché l'analogie entre la prise de vue, la longueur de prise de vue d'une photographie. Tu disais à Raphaël combien de temps tu as activé l'hélice, combien de temps tu as fait tourner l'hélice. Et c'est aussi le lien que je trouve très beau entre vos 2 travaux, vos 2 groupes de travaux. Quand on parle de photographie, on parle de temps d'exposition, 1 centième de seconde, 1 1/25 de seconde, 1 seconde peut-être. Et les temporalités dans vos 2 travaux sont toutes très différentes. Raphaël, ce sera peut-être quelques secondes, peut-être quelques minutes. Toi, c'est un joli texte que tu avais écrit sur ce travail en expliquant que c'est peut-être 170 ans. De prise de vue. De prise de vue. Une lente, très très lente exposition comme ça, où on est, en tout cas dans les 2 cas, moi je crois, c'est ce que j'ai écrit dans le texte, mais vous vous affranchissez de l'idée de l'instantané, de l'instant, qui est quand même quelque chose qui obsède beaucoup dans la photographie et qui est peut-être pas si intéressant que ça de temps en temps. Et surtout qui, en tout cas, on pourrait me contredire bien sûr, mais qui n'est pas forcément, à mon sens, la chose la plus, en tout cas telle que présentée comme ça, la chose la meilleure pour parler du rapport qu'on a tous au monde dans lequel on vit, c'est-à-dire à l'espace, à notre temps, à la durée dans laquelle on ressent les choses. Mais c'est le titre qui nous fait parler du temps, parce qu'en fait, il y a plusieurs choses, il y a des sujets, il y a un thème, mais pour moi, ce travail, c'est pas un rapport au temps, c'est un rapport à la mémoire, au souvenir, à l'oubli, à la conservation. C'est à des choses qui sont en fait par ailleurs, je pense, les choses les plus intéressantes en photographie. En photographie, on ne règle pas que le temps d'exposition, et on règle sa sensibilité. Avant, en argentique, on choisissait sa sensibilité avant de partir. Maintenant, elle peut même être la sensibilité en numérique, elle peut être automatique, mais on a une sensibilité, ce qui se caractérise en ISO. Mais moi, j'ai fabriqué des hélices que j'ai voulu sensibles. J'ai choisi une sensibilité. Il faut qu'elle soit sensible au mouvement de l'air, au courant d'air. Et tu sais que Raphaël dit aussi que quand il était dans chacun des lieux dont il fait, disons, un portrait, et que tu tenais l'hélice, tu disais,
sensible à tous les phénomènes, à tout ce qui se passe. Que Ouais. ce soit par exemple une terrasse de café, d'un coup attendre le courant d'air, tu n'es plus dans la sensibilité de la pellicule, dans la sensibilité du film. Enfin, rappelle, Bah, en fait, t'as le corps entier qui devient sensible à tous les événements. et en fait, c'est aussi marquant que quand on fait une photographie dans un lieu et que ça ajoute à la mémoire du lieu ou qu'on retourne après je sais pas, si on a fait une photo sur un pont ou face à un endroit, quand on y retourne, on a l'émotion qui revient. Bah là, à chaque fois que je retourne dans un endroit où j'ai fait tourner cette hélice, c'est plus le même café, c'est plus le même pont, c'est plus le même... voilà, je sais que ce lieu peut me procurer cette émotion et sans avoir à réactiver l'hélice, la moindre brise dans ce café me produit une émotion très forte qui est apparemment assez proche, parce que je ne pratique pas la méditation, mais il paraît que c'est assez proche du comportement qu'on cherche à avoir quand on se met dans un état méditatif, c'est-à-dire de se rendre sensible en fait. Et finalement, en abandonnant faire un temps de pause sur la photographie, en faisant une pratique qui est un pas de côté en fait, en ayant une pratique un peu décalée, on se rend compte de ce qui est très important en photographie, c'est cette capacité à se rendre sensible, à rendre son capteur, son film, et puis de ressentir qu'on est au bon endroit au bon moment, qu'on fait la photographie. Mais c'est des temps de pause en fait. Prendre le temps finalement, c'est ça, c'est de savoir se poser, se rendre... C'est un peu comme si on prétendait que l'hélice, l'objet en soi a une mémoire. Alors, c'est vrai que ça repose sur une croyance que n'importe quoi peut être un récepteur à une émotion. Alors, c'est évident avec un film photosensible ou un capteur cinématographique. Étonnamment, c'est évident avec un téléphone finalement. Un téléphone est sensible il nous transmet des voix, il nous transmet un super vecteur pour transmettre des émotions, mais on l'oublie en fait. Et est-ce qu'on ne peut pas croire qu'un bout de métal, un bout de carbone, une feuille d'aluminium peut être aussi un récepteur à une émotion? Qu'est-ce qui nous... Pourquoi pas en fait? Quand on dit de l'Immaculée, comme tu écris, ou quand Pascal Beau avait écrit, c'est presque... Tu avais même fait une conférence avec Simon Baker, qui disait, c'était même Simon qui disait, qu'on a l'impression que c'est une photographie du temps, qui est une expression très très belle et à la fois... C'est comme s'il y avait 170 années, une durée comme ça qui avait été... Je pense que si c'était les originaux, ce ne serait pas évident que c'est un siècle. Le fait que ce soit des tirages modernes, un format qui nous englobe complètement et une plasticité très moderne en fait. Là, je ressens le siècle. Si je voyais un original, ça m'est déjà arrivé de voir des plaques daguerreotypes voilées, mais c'est pas la même émotion. C'est grâce à le fait de faire aussi sensible, aussi simple, aussi... Mais ton geste aussi, c'est ce qui met un terme à la durée de l'existence de ces plaques et disons de l'enregistrement de rien, mais en tout cas de l'enregistrement pendant un siècle, 150 ans, 170 ans. Oui, parce que dans ton texte, tu avais cité à la fin Daido Moriyama qui parle du fossile. Il dit souvent que la photographie est un fossile de lumière et de temps. Oui, mais là, et Simon Baker, il avait aussi cité cette phrase pendant la conversation. Et depuis, je m'étais posé la question, est-ce que ces les fossiles de lumière, la photographie en tant que fossile de lumière, est-ce que c'est possible de mettre un terme? Est-ce que c'est aussi figé que ça? C'est que je me demandais la question, peut-être que même si on se dit, oui, là je prends une photo en 125e de seconde, j'ai fossilisé le moment, j'ai immortalisé la scène, etc. Mais que peut-être que même si on l'a fossilisé une fois, peut-être que ça continue à évoluer. Et surtout, elles voyagent, tes photographies. Elles étaient dans le sud de la France, elles se retrouvent ici. Elles sont... Le problème du fossile, c'est de le conserver au muséum.
c'est de l'avoir dans une boîte et qu'elle ne soit jamais accessible. La même chose pour les obélix. Un obélix, c'est un rayon de soleil pétrifié. C'est comme un fossile de lumière. Selon les Égyptiens, c'était une manière de sculpter un rayon de soleil. Et ces obélix se retrouvent ils ne sont pas pétrifiés, ils voyagent. On en a un à la place de la Concorde, on en a un en plein centre d'Arles. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont loin d'être pétrifiés. On en a à Rome, on en a. Oui, donc du coup, je me... les accaparer. Donc ces images, du coup, on je a envie me de demande les accaparer. La question, est-ce que ça continue pas tout de même à vivre? Enfin, je ne sais pas si je peux prendre l'exemple de Thélis, mais est-ce que même si une fois enfermé dans la boîte, est-ce que ça continue pas à vivre quand même? Non, là, à enregistrer. Moi, je leur offre le destin qu'ont eu tes plaques d'être dans une boîte noire pendant un siècle. Je leur offre ce destin-là. Et je fais le même geste qui est fait sur... ça peut être sur un fossile, ça peut être sur un biface préhistorique, ça peut être... je mets un coup de vernis avec un numéro, qui est ce numéro d'inventaire qui va être mis pour une conservation. Et le fait de faire ça, ça les déséquilibre un peu. Et suffisamment pour qu'elles soient moins sensibles en fait. Au dos d'une des pales de l'hélice à chaque fois, il y a un numéro qui est inscrit qui correspond à la... Alors, c'est comme un numéro d'inventaire. C'est l'année, le mois, le jour et l'heure à laquelle je les ai activés. Il y a aussi un petit code pour l'orientation. Parce que cette orientation, c'est ce qui me fait les placer comme ci ou comme ça. C'est le temps, c'est l'orientation du vent dans le sens dans lequel je les ai rendus, je les ai activés. Et il y a un petit numéro voilà. Et tout ça est sur un vernis. Et ce vernis, en fait, déséquilibre. Donc elle est plus sensible comme elle l'a été. Mais c'est le même geste qu'on fait. Le poids du vernis suffit à déséquilibrer l'hélice. Et donc en fait, l'hélice ne peut plus tourner. Elle pourra tourner avec du vent, mais elle sera moins sensible. Voilà. Je les brise pas, je les casse pas. Il n'y a plus d'aiguille au milieu qui permet. Il n'y a plus ce système là. Elles sont scellées, mais voilà, je fais les mêmes gestes qu'on fait quand on conserve dans des musées des pièces. Après, ces boîtes, c'est des boîtes d'entomologistes, elles sont facilement ouvrables, elles sont facilement. C'est pour la taxidermie. C'est pour l'entomologie, ça peut être des insectes, des papillons. Mais c'est pas pour parodier le fait que ces hélices sont des insectes, c'est plutôt que c'est une esthétique fonctionnelle. C'est que ça a été pensé, il y a un usage et il y a une force esthétique de ces cadres. J'ai pas besoin de réinventer la chose, elle a tellement été usitée, même la qualité de leurs épingles, c'est tellement été utilisé. Après, quand même, dans le statut, dans le sens, le fait que ça a pour fonction d'habitude d'abriter quelque chose qui est rendu inerte, pour des hélices qui étaient mobiles et qui deviennent fixes, ça a un sens dans ce... Ouais. Mais c'est pas... un sens aussi. Mais c'est surtout une esthétique fonctionnelle. J'aurais pu aller chercher en laboratoire quelque chose, mais là il se trouve qu'il y a une pratique, il y a des formats qui me conviennent, c'est des proportions que j'aime, et je garde les mêmes... S'il y a ce type d'épingle pour les légendes, c'est parce que quand on écrit la légende, si on l'écrit avec les épingles déjà mises, on n'est pas gêné par l'épingle. C'est des épingles qui s'appellent camions, on va savoir pourquoi. Mais il y a un rapport très surréaliste à tout, mais dans le détail aussi. Mais c'est vrai qu'il Mais vous avez deux pratiques qui se rejoignent à beaucoup de... Je trouve à beaucoup de niveaux. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que à peu près tous les éléments dans vos deux projets à chaque fois sont justifiés jusqu'au bout. C'est justifié. Et tu avais travaillé aussi avec des boîtes d'entomologie et avec non pas à la feuille d'aluminium, mais à la feuille d'or aussi, non? Oui, Kenta est venu me voir dans mon studio et une fois, je crois que j'ai exactement le même format de cette boîte. Quand j'ai fait un appendice de vache dorée. Un appendice de vache dorée. C'est pas plus grand? Non, c'est pas plus grand. Ça rentre dans cette boîte-là. Et je voulais faire une sculpture
l'inutilité, à ce qui est inutile. Et donc, en principe, dans un corps animal, tout est utile, tout a une fonction. Mais apparemment, l'appendice, c'est quelque chose que même si tu l'enlèves, tu continues à vivre. Et donc, du coup, j'ai cherché à faire cette taxidermie d'appendice de vache et j'ai demandé au taxidermiste de le dorer. Et je l'ai. Et c'est présenté dans une boîte d'entomologie. Et j'ai vu que c'est pas tout à fait. Il y a 3 ans que je l'ai fait et je sens que c'est pas complètement fossilisé. Ça continue à vivre un peu. Ouais. Mais ça sert toujours à rien, d'accord. Ça sert toujours à rien. Je suis rassuré. Ça n'a pas continué. Parce qu'il y a une personne un peu inquiète me voyant avec mon hélice sur un pont à faire tourner mon hélice qui me demande vous faites quoi, ça sert à quoi? Et moi, je suis dans mon moment où j'ai envie de lui dire à quoi ça sert, ça sert à rien. J'ai vraiment fait en sorte. Voilà le point commun. J'ai vraiment fait en sorte, je crois que ça sert à rien parce qu'elle n'était pas convaincue. Elle dit mais si, ça sert à quelque chose. Je dis, non, je crois qu'on a bien réfléchi à la question. Ça sert à rien. Et alors là, elle m'a dit mais ça doit être de l'art alors. Je dis peut-être. Alors oui, bon, mais en vrai, je pense que c'est ça qui est agréable, c'est que justement ce soit. C'est vrai que c'est déceptif de dire qu'on cherche on cherche pas du futile. Quand on dit que ça c'est rien, que ça n'a rien enregistré, c'est tout sauf futile parce que voilà. Mais c'est un peu comme les scientifiques quand ils s'appliquent pour leurs expériences à faire un vide parfait. Voilà. Ils cherchent le vide, ils en ont besoin et ça doit être. Le vide de plein, c'est pas rien. C'est pas rien, ouais. Mais c'est pas moins que rien non plus. C'est pas. Mais là, l'hélice, elle a un côté ridicule qui la rendrait presque moins que rien. C'est-à-dire qu'un peu, mais j'aime bien m'en moquer de mon hélice parce que c'est vrai que c'est celle qu'on a que les enfants ont sur leur chapeau. Enfin, quand tu es dans la rue avec, tu es bien ridicule avec ton hélice. Mais en même temps, tu es en train de capter quelque chose d'essentiel c'est ce qu'on va chercher quand on part en vacances, c'est d'être bien quand il n'y a rien, il ne se passe rien, il y a juste cette brise qui nous fait ressentir qu'on est bien là, qu'on va faire une bonne petite sieste, qu'on est juste ventilé comme il faut. Et qu'on fait. Vacances, ça veut dire vide aussi. Ça veut dire vide, oui. Vider la tête. Non, et puis on est obsédé par ça, comme plein de gens sont obsédés par la retraite, c'est-à-dire ne plus rien faire, et en même temps, toute sa vie, on est obsédé par l'activité qu'on peut y mettre. Donc non, nous, notre activité, ça peut être de créer, s'obséder pour le vide, mais comme d'autres partiraient. Voilà. Mais la retraite, c'est quasiment un terme militaire. Se retirer, c'est comme la retraite d'une armée. C'est fou. Mais là, oui, donc c'est effectivement de désactiver ces petites hélices, c'est de les mettre en repos. Elle est en retraite, elle est en repos, elle est conservée, voilà, avec toutes les règles de conservation que nos musées imposent à l'art tout le temps. Il faut que ce soit conservable, pérenne, immuable. Après, on sait qu'on n'a jamais battu le fait qu'il y ait des choses qui étaient très vivantes, qui soient jamais mieux conservées parce qu'on n'y a pas touché. Je reviens à Lascaux, d'aller les perturber, ça c'est fabuleux, ça nous tombe dessus maintenant dans notre siècle là, de découvrir ces grottes préhistoriques. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé pendant c'est un peu à l'image des photographies, qu'est-ce qui s'est passé dans ces grottes pendant ces milliers d'années où elles sont restées endormies, qu'on n'est pas venu les troubler et que ces œuvres d'art étaient actives encore, enfin ou actives ou non, je ne sais pas, mais et voilà, on aimerait être dans ces petites boîtes noires quand il ne se passe rien. Et c'est vrai qu'il y a Je trouve en tout cas, enfin, c'est le propos de l'exposition, mais vos 2 séries de travaux, le fait que par exemple qu'on peut considérer que ça n'enregistre pas, le fait que ça ouvre à une temporalité qui est différente, le fait que même dans le cas de Raphaël, ce soit des sculptures, mais c'est quand même c'est un commentaire sur la photographie, parce que c'est un commentaire sur le rapport qu'on a au monde. Et peut-être que, après on peut me contredire, mais que la photographie peut exprimer le rapport
mais souvent elle échoue. Et ce que je trouve beau, l'association de vos deux séries de travaux, ça transmet quelque chose d'un rapport au monde qui est un rapport au temps, un rapport à la durée dans laquelle, ou l'espace dans lequel on vit, qui est une chose qui n'est pas habituelle. L'exposition s'appelle Prendre le temps, c'est pour ça. Ouais, après, moi, je sais que c'est un titre qui a mis le temps, en tout cas, de venir. Difficile des titres. Et j'ai toujours, enfin, j'ai toujours du mal avec les verbes qu'on va mettre avec l'adjectif, avec le temps, parce que pour prendre le temps, c'est absurde. Enfin, c'est pas. C'est-à-dire qu'on prend, c'est pas à nous le temps. Enfin, c'est vraiment j'aime bien ces expressions, mais on se trompe complètement quand on les emploie. Gagner ou perdre du temps, ce que je faisais quand on prenait le temps en temps d'échange avec les équations du temps, quand on a créé ces temps de dialogue dans la galerie, on parlait quelquefois du fait que non, le temps, désolé, ça se prend pas. C'est pas, justement, c'est tout sauf à soi, quoi. Il n'y a pas de, c'est un peu. On va dans le mur à chaque fois, même quand on essaie de ralentir en disant qu'on prend le temps, c'est vrai. On va dans le mur parce qu'on ne doit pas considérer le temps comme quelque chose qu'on peut... C'est vrai totalement, mais c'est presque comme si on n'avait pas les bons mots pour l'exprimer. Mais à la fois, quand tu dis prendre le temps, ça parle aussi à tout le monde parce qu'on sait très bien de quoi il s'agit. Au fond, on a un besoin de n'importe qui comprend ce que ça veut dire prendre le temps. Non, mais ça parle et ça semble juste, mais c'est pas encore ça, le vrai truc. Pas encore tu vois, il y avait dans le texte, j'avais cité un passage d'un texte sublime de Pérec, et on pourrait, tu vois, Daniel Blavoux aurait pu faire partie de la conversation parce que lui, il est habité par beaucoup d'aspects de la pensée des textes de Pérec. Et en fait, c'est presque ça, c'est parce qu'on n'a pas le mot. Tu vois, c'est un texte en 1973, ça s'appelle Approche de quoi, avec un point d'interrogation. Et il dit, alors ça commence par « Je n'aime pas les journaux car ils ne disent rien du journalier ». Et il dit « Ce qui se passe vraiment, ce que nous vivons, le reste, tout le reste, où est-il ? Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l'évident, le commun, l'ordinaire, l'infraordinaire, le bruit de fond, l'habituel, comment en rendre compte, comment l'interroger, comment le décrire. » Et là, en fait, il met le doigt sur quelque chose qu'on comprend tous et qu'on n'arrive pas à saisir. Lui, il multiplie les mots, il fait son énumération parce qu'il n'y arrive pas non plus. Quand il dit le banal, le quotidien, l'évident, le commun, l'ordinaire, l'infraordinaire, le bruit, lui-même ne sait pas vous mettre le doigt, mais il est en train de toucher. Et je crois que dans vos deux travaux, que ce soit ne rien enregistrer et pourtant avoir un siècle, 120 ans, 150 ans, 170 ans de traces, ou alors un petit courant d'air sur un pont ou dans la forêt ou sur un café, en fait on touche à ça. On touche à ça, en même temps, c'est pas rien d'avoir inventé un procédé comme la photographie qui est complètement, qui permet de copier la nature de façon parfaite. C'est pas rien d'avoir inventé un moyen de se propulser, de faire tourner des cartes graphiques en l'air froidissant, de propulser n'importe quel avion encore aujourd'hui, même n'importe quel moteur en turbine fonctionne avec une hélice. Il n'y a pas grand-chose qui est issu de nos technologies, même modernes, qui ne fonctionne pas encore avec ce mode de propulsion, qui n'est pas la vis d'Archimède, mais voilà, c'est aussi il y a du génie humain dans ces choses qu'on a réduit à presque rien, parce qu'au final, même ces grandes choses, c'est pas grand-chose, quoi. Oui, une autre expression par rapport au temps que je suis d'accord que moi j'ai du mal, c'est tuer le temps. Tuer le temps, ouais. Je ne sais pas si tu es d'accord. Je sais pas, vous êtes d'accord avec tuer le temps? Non, avec tuer le temps, il y a deadline. J'aime bien. L'autre jour, j'ai appelé une. 45 minutes qu'on parle. Là, j'ai une amie qui me dit désolé, oui, on va pouvoir parler, mais là, je suis là.
je suis dans une deadline et je réfléchis 2 secondes à ce qu'elle est en train de me dire. On met quand même des fois. C'est un peu lourd, quoi, comment on gère les choses. Je ne sais pas ce qu'elle devait faire, mais deadline, sa vie était en jeu, quoi. Il y avait un côté, voilà. Donc oui, non, c'est une question de vie ou de mort, des fois, de tuer le temps. Ça peut être on y met un peu trop. On y va un peu fort, quoi. Ouais, hein. On sent le vécu, là. On sent le vécu. Non, mais il faut vous le dire, hein, si aujourd'hui. Allez-y. Non, bien sûr. Quand on travaille sur le temps, il y a l'idée de la mesure aussi qui fait que souvent le temps c'est la vitesse ou pas la vitesse. Prendre le temps c'est ralentir. On comprend tous ça. Et tuer le temps c'est peut-être pour certaines personnes l'accélérer justement pour pas s'ennuyer entre guillemets. Donc ce rapport à cette par rapport au travail, je trouve ça très intéressant justement et cette je dirais cette pas complémentarité, ni ces réponses, ces questions-réponses qui vont aux travaux. Parce que justement, ça pose cette question, et du moins presque cette obligation, je dirais presque poétique en fait, de sortir le temps d'une nécessité de le mesurer. Et voilà. Bien sûr, bien sûr. Oui, mais je suis assez d'accord, puisque, quand je me demande pourquoi j'ai du mal à ces expressions, genre tuer le temps, prendre le temps, etc., c'est parce qu'on sous-entend une subjectivité qu'il y ait moi, le sujet, qui prend le temps ou qui tue le temps. Et il y a toujours, c'est un acte, mais c'est un peu lié avec The Immaculate, où j'ai toujours eu c'est un peu au bout d'une non-décision, puisque c'est un peu le fruit de je ne peux pas décider quand prendre une photo, je ne peux pas décider où je vais prendre une photo, et c'est un peu l'accumulation d'une non-décision qui se cristallise en une image et qui fait ça. C'est comme si dans la photographie, il n'y avait qu'un moment de décision, c'est le decisive moment, c'est le moment de faire la photo. Alors que pour moi, j'ai jamais ressenti, j'aime ce moment-là, mais il est passé, en général, c'est parce que il y a beaucoup de travail de pré-production d'avant, de réalisation du protocole, qui font partie du grand moment qui pour moi est aussi photographique. Il y en a d'autres pour qui c'est la post-production qui est un moment très photographique. Enfin, il n'y a pas que le moment du clic qui est un moment photographique. Tu sais, je caricature, enfin j'exagère un peu, mais quand Raphaël avait fait son travail en descendant dans la grotte Chauvet, il avait tout préparé en amont. Donc c'est de la pré-production si on veut, mais en amont avec... Oui, c'est un rituel. Quoi. Et c'est un rituel avec l'image, comme tu disais, parce que Raphaël disait, parce que si tu as la chance de descendre dans la grotte Chauvet pendant quelques heures, tu n'as pas le droit de descendre plus, tu ne peux pas descendre plus, c'est une autorisation déjà exceptionnelle d'y avoir accès, tu ne vas pas passer tes heures dans un lieu aussi unique à faire des réglages sur un appareil photo. C'est un moment de contemplation rare dans une vie. Et ça explique aussi beaucoup pourquoi Raphaël prépare autant. C'est parfois pour être réceptif au moment, mais si tu fais fusion avec ta caméra, avec ton dispositif, ça peut avoir lieu. Tu peux sentir ce kairos peut-être en faisant encore avec... Mais tu peux aussi t'en détacher. C'est aussi ça. Il n'y a pas qu'une seule acte photographique en fait. Il y a plein de façons de le vivre. Et finalement, en testant ma sensibilité avec ces élites, je me mets dans une position très photographique pour moi. J'ai l'impression que un peu comme il y a du poétique, il peut y avoir du photographique, il n'y a pas besoin, tout ne tourne pas autour de la caméra et du moment et du clic, quoi. On peut faire
tu deviens un appareil photo. Bah, mais non, mais Il est sensible. mais comme tu dis qu'il n'y a pas de décision, tu vois, parce qu'il n'y a pas cet acte photographique, il n'y a pas de décision, bah si, il y a la décision de tout, est-ce que voilà, ce daguerreotype finalement, ils t'appartiennent maintenant, enfin tu l'as décidé, et puis... Ouais. Donc oui, il y a plein de sortes de décisions, il n'y a pas que le decisive moment, enfin qui était de l'image à la sauvette avant, donc il vient de loin le decisive moment, mais il y a plein d'autres façons de jouer, en tout cas des moments et des décisions. Avant, pendant, après, il y a plein de... Et ça peut devenir des nouveaux actes photographiques, voilà, des nouvelles façons de penser. Oui, c'est vrai, ça élargit un peu. Oui, on n'est pas obligé de...